48 heures suffisent pour tenter de forcer un pays entier à céder 70% de son or. Derrière la froideur des chiffres surgit un paradoxe brutal. Plus le compte à rebours raccourcit, plus l'équilibre de tout un continent semble se dilater. Comment comprendre qu'une simple ligne dans un télégramme secret puisse décider du sort de millions de vies, alors que Ibrahim Traoré, lui, choisit de ne pas céder? Une tempête se forme déjà, et rien n'indique qu'elle s'arrêtera aux frontières du Burkina Faso. Le télégramme secret n'a pas seulement déclenché une crise diplomatique, il a révélé l'ampleur du risque pesant sur un pays qui refuse de se plier. Le Burkina Faso se retrouve soudain au centre d'un bras de fer où la rapidité d'exécution devient une question de survie. Au-delà des menaces économiques, le véritable enjeu apparaît. Comprendre comment une décision prise sous pression peut remodeler l'avenir d'une nation et l'équilibre d'une région entière. Le public pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une querelle financière, mais les premières réactions internationales prouvent qu'un mécanisme plus profond est à l'œuvre. Ce récit promet de dévoiler, étape par étape, comment une injonction apparemment technique peut se transformer en levier géopolitique redoutable. La suite montrera pourquoi cet ultimatum, décrit comme une formalité par ses auteurs, deviendra l'un des déclencheurs les plus inattendus d'une recomposition stratégique en Afrique de l'Ouest. Le premier élément que les chancelleries n'avaient pas anticipé surgit à l'aube. L'alerte satellitaire repérant une activité anormale dans le nord, quelques heures seulement après la mention des 5,6 milliards inscrits dans le télégramme. Le second choc suit immédiatement. Une corrélation inattendue entre cette détection et une base de données géologiques cryptée depuis plusieurs mois par une cellule technique burkinabé. Ce double révélateur agit comme un séisme politique, car il dévoile l'existence d'un gisement colossal dont la discrétion avait justement permis au pays de garder un semblant d'avance dans un jeu devenu brutal. À partir de là, la chaîne causale se met en marche. La découverte provoque la panique des opérateurs étrangers, cette panique enclenche des échanges diplomatiques urgents, et ces échanges finissent par matérialiser la pression financière condensée dans l'ultimatum transmis à Ouagadougou. Les discussions internes au Burkina Faso prennent alors une coloration particulière. Dans les couloirs du palais, les conseillers tentent de comprendre comment un simple volume d'or potentiel peut soudain transformer la position géopolitique d'un État enclavé. Sur les marchés internationaux, la rumeur enfle. Si le gisement est réel, alors la chaîne d'approvisionnement qui relie les raffineries occidentales aux mines du Sahel pourrait être irrémédiablement bouleversée. C'est dans cette atmosphère de tension ascendante qu'Ibrahim Traoré reçoit le document scellé du G7. Le choix n'est plus seulement économique, il devient structurel. Dire oui signifierait renoncer à la maîtrise d'une ressource qui pourrait remodeler l'économie nationale. Dire non reviendrait à affronter un bloc puissant prêt à défendre ses intérêts sans détour. Au même moment, dans les rues de Ouagadougou, les murmures se multiplient, les habitants comprennent qu'il se passe quelque chose d'inédit, même s'ils ignorent encore l'ampleur du dilemme. L'histoire, jusque-là confinée dans un télégramme classé secret, commence à se répandre comme une onde, annonçant une fracture beaucoup plus vaste. Dans les heures qui suivent la révélation du télégramme, deux figures jusque-là discrètes prennent une importance nouvelle. Un géologue senior ayant travaillé sur les premières estimations du gisement et un officier chargé de la coordination logistique autour des zones minières sensibles. Leur rôle n'est pas d'imposer une décision, mais d'exposer les conséquences immédiates de chaque option en reliant les informations techniques aux risques opérationnels. Le premier micro-case s'ouvre dans un bureau exigu au sein du ministère des Mines. Le géologue présente un schéma sommaire indiquant la profondeur estimée des filons et leur densité potentielle. Quelques données suffisent à confirmer que la richesse du sous-sol dépasse les projections connues, rendant la pression extérieure d'autant plus compréhensible. Pourtant, la rapidité de la manœuvre étrangère l'intrigue. Comment un ultimatum si précis a-t-il pu apparaître aussitôt alors que les relevés internes n'étaient pas finalisés? Sa question reste suspendue, révélant le poids d'une surveillance qu'il n'avait pas anticipée. Le deuxième micro-case se déroule à la périphérie de Ouagadougou, dans un hangar où l'officier réunit une petite équipe. Il explique comment la fermeture des routes menant aux mines pourrait créer un effet domino,
ralentissement des transports civils, tensions sur les stocks, puis répercussions directes sur les marchés locaux. La pression internationale semble abstraite à distance, mais elle se matérialise ici en contraintes logistiques tangibles. Ces deux regards, l'un scientifique, l'autre opérationnel, mettent en lumière un même constat. Chaque heure compte, et chaque décision peut redistribuer les cartes bien au-delà des frontières nationales. La question n'est plus seulement quoi faire, mais comment absorber le premier choc. Le compte à rebours débute au moment précis où le télégramme arrive à Ouagadougou. Les mots sont secs, les chiffres immuables, l'exigence implacable. Rien n'est laissé à l'interprétation, cédé ou payé. La tension se transmet de bureau en bureau comme une vibration froide, chacun comprenant qu'un mécanisme plus vaste s'est enclenché. Les conseillers économiques listent les scénarios possibles, mais aucun ne semble offrir une issue douce. L'ultimatum circule ensuite entre les ministères, révélant une constante. Plus l'injonction paraît simple, plus ses ramifications sont profondes. Lorsque le document atteint le palais présidentiel, Ibrahim Traoré en lit chaque ligne avec la précision d'un homme habitué aux rapports sensibles. Son silence devient une décision implicite. Le pays ne pliera pas facilement. Les heures suivantes se remplissent d'allers-retours stratégiques, chacun visant à anticiper un choc imminent. La première mesure frappe vite. Les accès numériques liés aux opérations minières sont verrouillés. Les équipes techniques coupent les serveurs étrangers, isolant les zones sensibles pour éviter toute extraction d'informations. L'armée ferme les routes menant au gisement, créant un périmètre restreint où chaque mouvement est contrôlé. Ce choix, brutal mais calculé, perturbe immédiatement les opérateurs extérieurs qui s'attendaient à une réaction hésitante. Sur les marchés internationaux, la réaction s'accélère. Les courtiers spéculent, les analystes revoient leur modèle, les médias évoquent un précédent risqué. Les échanges diplomatiques suivent une trajectoire similaire. Washington hausse le ton, Paris multiplie les messages privés et plusieurs institutions financières adoptent une posture d'attente vigilante. Dans le même temps, les rues de Ouagadougou deviennent un baromètre social. Des étudiants débattent, des commerçants commentent les rumeurs et des ouvriers des mines s'inquiètent de possibles ralentissements. Les tensions extérieures semblent abstraites, mais les répercussions internes sont visibles. Chaque décision gouvernementale crée un choc qui se répercute en chaîne, rappelant que la stabilité nationale se joue désormais heure par heure. La journée suivante apporte une succession d'effets inattendus. Les transferts bancaires vers l'étranger ralentissent, signalant une prudence soudaine parmi les élites économiques. Les forums panafricains, eux, se remplissent de messages de soutien, transformant la crise en symbole régional. Les pays voisins observent attentivement, certains offrant une assistance discrète, d'autres cherchant à comprendre comment une injonction extérieure peut provoquer un tel réalignement politique. Sur les marchés d'Afrique de l'Ouest, les fluctuations monétaires deviennent un indicateur supplémentaire de la fracture en cours. À Ouagadougou, les conversations prennent une autre tonalité. Il ne s'agit plus simplement de l'or, mais de souveraineté. La propagande extérieure tente alors de décrire la situation comme une crise mal gérée, mais cette narration se heurte à un climat social où la dignité nationale prime sur la peur. Dans les heures suivantes, plusieurs observateurs étrangers admettent que le pays ne se comporte pas comme prévu. Un État enclavé, habituellement décrit comme fragile, démontre une capacité de résistance qui déstabilise les projections classiques. Et c'est précisément ce décalage entre attente et réalité qui crée la secousse durable, celle qui ne dépend plus des ultimatums, mais de la manière dont un peuple absorbe le choc initial. Baseline, Delta. La production nationale d'or passe d'environ 80 tonnes par an à une baisse temporaire de 18% dans les 3 mois suivant la nationalisation. Ce recul, bien que spectaculaire en apparence, représente une transition structurelle plutôt qu'un effondrement. Les ingénieurs locaux réorganisent les chaînes d'extraction et les équipes techniques réévaluent les protocoles logistiques pour compenser la perte de rendement initiale. La diminution ressemble moins à un signe de faiblesse qu'à une phase d'adaptation dans un environnement minier remodelé par la rupture avec les opérateurs extérieurs. Les observateurs internationaux, habitués à des modèles d'exploitation stables, voient dans cette baisse une anomalie, alors qu'elle s'apparente surtout à un recalibrage. Premier chiffre,
Les revenus domestiques doublent, passant d'environ 1,2 milliard USD à 2,4 milliards 6 mois après la rupture. Cette progression rapide s'explique par la disparition immédiate des commissions étrangères. Les flux financiers, auparavant dispersés entre sociétés intermédiaires, sont désormais redirigés vers le Trésor. Le gouvernement réalloue ensuite ses recettes vers l'infrastructure essentielle, créant un cycle économique interne plus dense. Les analystes régionaux évoquent à ce moment une démonstration rare de captation efficace de valeur. Deuxième chiffre, 62% des paiements extérieurs échappent au dollar en moins de 100 jours. Ce basculement, accéléré par l'introduction du yuan numérique et du BF Coin, transforme la structure des échanges. Les banques locales adaptent leur système de règlement pour réduire la dépendance au franc CFA. Le phénomène déstabilise les prédictions des institutions financières occidentales qui anticipaient plutôt un resserrement des flux monétaires. Les files devant les guichets de Ouagadougou se remplissent alors de déposants, indiquant une confiance inattendue dans la stabilité interne. Troisième chiffre, l'infrastructure nationale progresse de 41%, l'agriculture de 23% et les dépenses militaires de 27%. Ces hausses reflètent une redistribution directe des revenus nouvellement capturés. Les projets routiers reprennent vie dans plusieurs provinces et les coopératives paysannes bénéficient de fonds supplémentaires pour moderniser leurs équipements. L'armée, elle, renforce ses capacités opérationnelles pour protéger les zones minières stratégiques. Ces évolutions traduisent la volonté de consolider une économie capable de résister aux pressions extérieures prolongées. Au-delà des chiffres, un phénomène structurel apparaît. Le chômage descend de 8,4% à 5,9%, révélant une absorption rapide de la main-d'œuvre dans des secteurs que l'on disait autrefois stagnants. Cette amélioration ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais qu'une dynamique autonome émerge. Les économistes africains parlent alors d'un modèle de résistance économique, définissant un cadre où la croissance n'est plus uniquement mesurée en pourcentage, mais en capacité à maintenir un cap malgré les pressions extérieures. Cette série d'indicateurs n'efface pas les tensions, mais elle installe un constat chiffré. La rupture ne s'est pas traduite par l'effondrement annoncé. Les données s'accumulent, les contre-analyses s'ajustent et les prévisions s'éloignent des scénarios catastrophistes. Un pays que l'on disait vulnérable démontre qu'il peut transformer un choc géopolitique en levier interne grâce à une architecture économique réorientée vers ses propres intérêts. Les critiques les plus sévères avancent d'abord un argument appuyé sur les chaînes d'approvisionnement. Selon eux, la rupture avec les opérateurs occidentaux provoque un ralentissement mécanique de l'importation des machines essentielles. La baisse de 12% des réserves de change leur sert de preuve. Moins de devises signifie moins de marge de manœuvre pour maintenir les infrastructures industrielles. Ils évoquent également la hausse du coût de l'énergie attribuée à la contraction des flux extérieurs pour affirmer que l'économie nationale risque l'asphyxie à moyen terme. Dans cette perspective, chaque amélioration statistique n'est qu'un sursis avant une crise plus profonde. L'autre camp, cependant, décrit une transformation plus structurelle et accepte les coûts initiaux comme un passage obligé. Les économistes africains favorables à la rupture rappellent que 60 années de dépendance monétaire ont imposé un modèle où les profits miniers s'échappaient systématiquement à l'étranger. Pour eux, la fuite des investisseurs n'est pas un danger irréversible, mais une fenêtre permettant aux entreprises locales d'entrer enfin dans un secteur jusque-là verrouillé. Ils soulignent aussi l'importance d'une cohésion nationale renforcée. Les ralentissements logistiques, bien réels, deviennent des catalyseurs de réorganisation interne plutôt que les prémices d'une implosion. Ces deux lectures semblent inconciliables, mais les données obtenues après la nationalisation offrent un terrain d'arbitrage plus précis. Le doublement des revenus domestiques en 6 mois montre que la disparition des commissions étrangères compense partiellement la chute initiale de production. Le basculement de 62% des paiements hors dollars en moins de 100 jours indique une capacité technique à contourner les pressions financières traditionnelles. Enfin, l'augmentation de 41% du budget d'infrastructure révèle une redistribution effective qui contredit l'idée d'un État paralysé.
Ainsi, la confrontation entre prudence et optimisme ne s'efface pas, mais les chiffres nuancent les prédictions les plus alarmistes. La situation reste tendue, certes, mais elle n'obéit pas au modèle classique de déstabilisation économique. Un pays souvent décrit comme fragile démontre qu'il peut absorber des chocs violents tout en ajustant ses leviers internes. Un mur vient de céder. L'équilibre, jusque-là précaire, se transforme lorsqu'un direct télévisé interrompt les programmes nationaux. L'écran noir devient un signal d'alerte, mais aussi un moment de bascule. Une figure en uniforme apparaît, un dossier scellé à la main, et une phrase résonne comme un verdict. Le message ne décrit plus une crise financière, il expose une tentative de manipulation destinée à imposer la peur comme monnaie d'échange. Ce dévoilement brutal change la dynamique en cours. Les heures suivantes confirment l'ampleur du basculement. Les réseaux sociaux s'embrasent, les radios de Bamako et Dakar reprennent en boucle la séquence, et les ministères étrangers réévaluent leur communication. À travers la région, une impression domine. Si la pression était censée isoler le Burkina Faso, elle vient paradoxalement de le replacer au centre d'un débat continental. La révélation n'est pas spectaculaire par sa forme, mais par sa portée. Dans cette ambiance électrique, Ibrahim Traoré devient le point fixe autour duquel les interprétations se redéploient. Son intervention, brève mais calculée, transforme un ultimatum en symbole. Le pivot est cela. La crise cesse d'être subie. Elle commence à être redéfinie. Dans le Sahel, la réaction ne se limite pas aux déclarations officielles. Le Mali dépêche des conseillers militaires afin de stabiliser les zones sensibles, tandis que le Niger propose une assistance logistique pour sécuriser les routes stratégiques. La Guinée ouvre son espace aérien, créant une coordination régionale qui surprend les observateurs extérieurs. Cette solidarité ne résulte pas uniquement d'une proximité géographique, mais d'une inquiétude partagée face aux pressions internationales répétées. Chaque geste renforce l'idée qu'un front régional peut émerger lorsque l'un des maillons refuse de céder. Au sein du tissu économique national, un phénomène inattendu apparaît. Les sociétés minières locales, longtemps marginalisées par les multinationales, obtiennent un espace d'action qu'elles n'avaient jamais connu. Les subventions d'urgence mises en place encouragent les entrepreneurs à reprendre des activités que les opérateurs étrangers dominaient jusque-là. Les commerces de proximité constatent une hausse des dépôts bancaires, signe d'une confiance renouvelée envers l'économie interne. Ce renforcement ne se traduit pas encore par une prospérité massive, mais il installe une dynamique où la valeur reste davantage dans le pays. Dans les rues de Ouagadougou, le changement se voit à travers des gestes simples. Les étudiants discutent ouvertement de souveraineté économique dans des clubs improvisés, tandis que des groupes communautaires organisent des actions pour promouvoir une agriculture durable. Les quartiers autrefois tournés vers les entreprises étrangères réorientent leurs attentes vers des projets internes, cherchant à transformer les ressources locales en services tangibles. Cette mobilisation ne gomme pas les difficultés. Elle montre toutefois qu'un socle social peut se reconfigurer autour d'un objectif partagé. À l'extérieur, l'impact s'étend plus vite que prévu. Les analystes européens redoutent un précédent qui encouragerait d'autres pays enclavés à contester les mécanismes financiers établis. Les marchés occidentaux observent alors des fluctuations inhabituelles causées par la possibilité d'une redéfinition partielle des flux aurifères africains. Des diplomates admettent discrètement que la réaction régionale contredit leurs anticipations, révélant que la pression n'a pas affaibli le pays comme prévu. Cette reconnaissance implicite démontre qu'un petit État peut produire un effet disproportionné dans un système mondial habitué à des rapports de force unilatéraux. Dans ce paysage remodelé, Ibrahim Traoré devient une figure dont la parole influence autant les soutiens que les adversaires. Son nom se retrouve au centre des analyses sur l'équilibre entre autonomie régionale et dépendance systémique. Le résultat immédiat n'est pas une victoire totale, mais une reconfiguration durable des attentes. Chaque camp réévalue désormais sa stratégie, conscient que le choc initial a créé un glissement difficile à inverser. Dans l'hypothèse d'une stabilité relative, le Burkina Faso maintient un rythme de croissance situé entre 3,5% et 4%. Les flux monétaires s'appuient davantage sur le BF Coin et le yuan numérique, consolidant une autonomie partielle sans pour autant éliminer les vulnérabilités.
Les investissements internes, déjà renforcés, se poursuivent par une redistribution progressive vers les secteurs clés, notamment l'agriculture et l'infrastructure. Les relations régionales se stabilisent également, ouvrant la voie à une coopération plus dense entre les pays du Sahel. Ce scénario repose néanmoins sur un équilibre instable, où chaque tension extérieure peut reconfigurer rapidement les trajectoires. Une intégration renforcée avec la Chine et la Russie pourrait provoquer une expansion rapide du secteur minier et agricole. Les infrastructures modernisées augmenteraient la capacité du pays à absorber les chocs extérieurs tout en offrant une marge d'action inédite aux entreprises locales. La zone du Sahel pourrait alors voir émerger un marché commun des ressources, transformant le Burkina Faso en pôle régional. Cette dynamique favoriserait également une diversification énergétique qui soutiendrait les ambitions de souveraineté. Une telle trajectoire installerait durablement la région dans un cycle d'autonomisation progressive. Si les puissances occidentales intensifient les sanctions financières, une contraction sévère des flux d'importation pourrait survenir. Les réserves monétaires, déjà fragilisées, deviendraient insuffisantes pour maintenir les approvisionnements essentiels. Les tensions logistiques s'accentueraient, créant des perturbations dans les chaînes locales et provoquant une possible montée des frustrations sociales. La valeur du BF Coin risque alors d'être contestée sur les marchés, compliquant davantage les échanges internationaux. Dans un tel contexte, les politiques internes devraient absorber simultanément les contraintes économiques et les réactions populaires. Kwenyi Tudui. Plutôt que de chercher à prédire lequel de ces chemins s'imposera, il devient essentiel de considérer la crise actuelle comme un système dynamique, où chaque décision génère une série de réponses en cascade. Comprendre ces interactions permet d'anticiper non pas les résultats finaux, mais les zones de vulnérabilité et les leviers d'adaptation. Dans les marchés, les fluctuations des prix deviennent un indicateur plus parlant que les rapports officiels. Les commerçants adaptent leurs marges en fonction des retards logistiques, tout en notant que la circulation de liquidités reste plus stable qu'attendu. Les dépôts bancaires augmentent, révélant une confiance modérée mais réelle dans la capacité du pays à tenir la ligne. Les ménages, eux, jonglent entre inquiétude et curiosité, conscients que les évolutions économiques dépendent désormais moins de décisions lointaines que de choix internes. Cette proximité nouvelle avec les enjeux macroéconomiques change la manière dont ils perçoivent l'avenir. Dans les universités, les débats s'intensifient autour de la souveraineté, transformant des questions autrefois techniques en discussions collectives. Les jeunes professionnels envisagent la possibilité d'intégrer des secteurs autrefois considérés inaccessibles, notamment l'extraction ou les technologies énergétiques. Les clubs étudiants organisent des ateliers sur la redistribution et la gouvernance des ressources, créant un espace où se dessine une vision différente du développement national. Cet engagement ne garantit pas une ascension économique rapide, mais il forge un sentiment d'implication rare dans la vie publique. La crise devient alors un terrain d'apprentissage plutôt qu'un simple sujet d'inquiétude. Au-delà des frontières, la diaspora suit chaque évolution avec une attention accrue. Les transferts connaissent des variations, non par retrait massif, mais par prudence stratégique face aux incertitudes. Les conversations dans les communautés expatriées prennent une tonalité nouvelle, oscillant entre scepticisme et admiration prudente. Les analystes étrangers reconnaissent une transformation sociale que les modèles traditionnels peinent à mesurer. Ce regard extérieur contribue à élargir le récit national, lui donnant une portée qui dépasse la seule réalité interne. La première étape consiste à consolider l'ossature économique interne en stabilisant les secteurs qui soutiennent la résilience du pays. Les autorités renforcent la maîtrise des opérations minières afin de limiter les fuites de valeur et d'assurer un flux constant vers les caisses publiques. Cette sécurisation crée un socle indispensable à toute stratégie de long terme. Elle permet également de réduire l'impact des fluctuations extérieures. La deuxième étape vise à diminuer la pression sur les importations énergétiques, point vulnérable identifié dès les premières semaines de la crise. Les programmes de transition vers le solaire et le géothermique sont conçus pour abaisser progressivement les coûts d'eau structurels. Cette diversification ouvre une marge de manœuvre qui protège les secteurs productifs. Elle limite en outre l'effet amplificateur des tensions internationales sur les prix internes.
Une coopération consolidée au sein du Sahel devient la troisième priorité. Les partenaires voisins alignent leurs ressources pour bâtir un marché commun capable de résister aux pressions financières extérieures. Cette coordination transforme des initiatives isolées en un ensemble cohérent. Elle donne au bloc régional une capacité d'action plus solide. Former les jeunes au secteur stratégique et moderniser les institutions judiciaires constitue la quatrième étape. Les programmes de compétences ciblent l'agriculture durable, l'ingénierie minière et les technologies énergétiques. Ce renforcement structurel crée une base sociale plus stable. Il soutient enfin la cohésion nécessaire autour des choix d'Ibrahim Traoré. Le motif qui traversait les premières heures de la crise, celui d'un pays forcé de choisir entre dignité et soumission, revient désormais avec une profondeur nouvelle. Les rues qui avaient tremblé sous l'annonce de l'ultimatum portent aujourd'hui les traces d'un mouvement collectif fait de graffitis, de débats spontanés et d'une curiosité politique rarement observée. Les mêmes cafés où l'on chuchotait par prudence sont devenus des espaces où l'on discute ouvertement de souveraineté, de ressources et d'avenir partagé. Dans cette atmosphère, la figure de celui qui a refusé le compte à rebours reprend une existence presque symbolique. Ibrahim Traoré apparaît non comme un personnage isolé, mais comme un point d'ancrage autour duquel se sont cristallisées des attentes longtemps restées silencieuses. Sa posture, sobre et calculée, a transformé un télégramme menaçant en catalyseur de recomposition sociale. Le retour du motif initial rappelle que la crise n'a jamais été seulement économique. Elle a réveillé une volonté de se définir autrement à travers un rapport plus direct à la décision et au territoire. Cette transition reste fragile, mais elle possède une cohérence que les prévisions n'avaient pas anticipée. La séquence qui vient de se dérouler ne se limite pas à un affrontement entre un État et un bloc financier. Elle révèle des lignes de force plus anciennes, celles qui traversent les sociétés africaines lorsqu'il s'agit de définir leur place dans un monde où les rapports de puissance semblent figés. Chacun, qu'il vive à Ouagadougou, Bamako ou Paris, se retrouve poussé à réfléchir à ce qui fonde réellement la souveraineté et à ce que représente la capacité d'un pays à redessiner ses priorités malgré les pressions extérieures. Les discussions suscitées par cette crise ouvrent un espace où l'on peut interroger les modèles économiques, la gestion des ressources et les formes de solidarité régionale encore possibles. Ce moment n'impose pas une réponse unique, mais propose un terrain commun pour envisager autrement la relation entre indépendance et interdépendance. Dans ce contexte, votre regard devient une partie active du récit. À quoi devrait ressembler l'avenir d'un pays qui choisit de tenir tête ? Et comment interpréter la manière dont une décision nationale peut transformer un débat global ?